Ce soir, on entre dans une nouvelle collection que je vous propose, que j'ai appelée Astro et Tarot. Une collection qui vise à étudier à la fois le pourcentage et disons comment pèsent les quelques éléments astrologiques présents dans le tarot. Donc, pour initier cette collection, j'ai pensé que cette citation était chouette. Sapiens dominabitur astris, l'homme sage dominera les étoiles. Et c'était un aphorisme à la fin du Moyen-Âge qui était répété partout, sans cesse, dans tous les documents d'astrologie ou de cosmologie, plus largement. Un aphorisme qui était attribué à Ptolémée. Donc Ptolémée était le grand astronome de la fin de l'Antiquité, qui a écrit Almageste notamment. L'homme sage dominera les étoiles. L'enjeu derrière ce module, les amis, c'est ça qu'on va faire ensemble. C'est l'un des mystères du tarot. On va commencer à le résoudre. Il y a plein de tarologues aujourd'hui, et d'astrologues évidemment, parce que pour les astrologues, l'astrologie, c'est leur dada, qui disent que le tarot en fait est une œuvre d'astrologie, un traité d'astrologie, qui ne dit pas son nom. Tout ceci serait un peu ésotérique, caché, en fait ce serait carrément un traité d'astrologie sous couvert de cartes vulgaires, profanes qu'utilisent les joueurs, quoi. Mais nous, on va se poser la question, je veux dire de façon neutre, le tarot est-il oui ou non un traité d'astrologie? Et si ce n'est pas le cas, parce qu'il y a de grandes chances que ce ne soit pas le cas. En revanche, est-ce que certains éléments astrologiques, quand même, sont susceptibles d'être présents dans le tarot? Et ça, c'est une possibilité. C'est plutôt l'hypothèse que je défends. Donc en introduction, je vais vous parler forcément du zodiaque, parce que ça, c'est ce que vous connaissez. Quand on entend astrologie, aujourd'hui, on voit tout de suite l'image d'un zodiaque. Donc je vais vous dire deux mots de l'astrologie zodiacale et du tarot. Et la première ressource scientifique qu'on va utiliser, c'est une ressource rare, mais j'ai trouvé une conférence sur l'astrologie médiévale, exactement l'astrologie fin 14e, fin 15e, qui a été donnée par Jean-Patrice Boudet. Elle est récente, 2019, donc les connaissances sont à jour. La conférence s'appelle Astrologie et politique entre Moyen-Âge et Renaissance. Moi déjà, je vous conseille de la visionner. Elle est super agréable à regarder. Il vulgarise le savoir. Et vous aurez franchement, à peu près en entier, ce qu'on sait objectivement de l'astrologie à cette époque. Donc c'est assez super. Et ça m'a servi un petit peu de fil rouge pour pouvoir structurer en fait cette présentation. Donc j'ai fait un petit verbatim d'un passage qui est intéressant et Jean-Patrice Boudet, qui est professeur d'histoire médiévale à l'université d'Orléans, nous parle de la vision du monde des gens au XVe siècle, le siècle auquel est apparu le tarot. Donc c'est ce qu'on appelle le paradigme, hein. Vous savez, vous connaissez ce mot. Paradigme, la vision du monde, comment on voit le monde. Et comme je vous le répète à vous étudiants à chaque fois, hein, et c'est ce qu'on étudie ensemble, le paradigme des Renaissants n'avait strictement rien à voir avec le nôtre. Il n'y avait rien qui était commun, presque. Donc Jean-Patrice Boudet nous dit la scission radicale que nous connaissons entre l'astronomie et l'astrologie. Donc nous, c'est ça notre monde. Astronomie et astrologie sont séparés. En fait, cette séparation, elle est assez récente dans l'histoire de la civilisation européenne. Elle est vraiment perceptible vers la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Là, il se passe quelque chose, il y a un moment charnière. Sinon, avant ça, en Occident, au Moyen Âge, on est dans un système très différent du nôtre aujourd'hui, dans lequel le monde a été créé par Dieu pour l'homme, où l'homme est au centre du monde, et surtout dans l'humanisme renaissant, qui est l'humanisme du tarot, et où la Terre, elle aussi, est au centre de ce monde. Rien à voir avec notre vision cosmologique actuelle. Un monde dans lequel il y a une série de correspondances tout à fait évidentes entre le grand monde, le macrocosme, l'univers, et le petit monde qu'est l'homme. L'idée selon laquelle la marche des corps célestes, des astres, des planètes, a une influence sur la vie terrestre est à peu près acceptée par tout le monde. Donc ça, c'est important de le savoir. Voilà en gros le système du monde tel qu'on peut l'observer au XVe siècle, à la fin du Moyen Âge, donc exactement dans l'époque du tarot. Il s'agit d'un système astronomique qui est celui, en l'occurrence, de Ptolémée, qu'on a déjà vu tout à l'heure, ce grand astronome et mathématicien de la fin de l'Antiquité, 2e siècle si je ne m'abuse, qui a écrit Almageste. On fonctionnait encore avec son système au XVe siècle. Aujourd'hui, vous le voyez à droite, c'est l'héliocentrisme. On fonctionne avec ce système cosmologique. Depuis Copernic, système confirmé par Galilée par la suite, à partir de la moitié du XVIe siècle, l'héliocentrisme petit à petit en Europe commence
à s'imposer, hein, et c'est une véritable révolution qui détruit le système cosmologique d'avant. Donc là, vous voyez, on est à la moitié du 16e. Le tarot, lui, il apparaît dans la première partie du 15e, un siècle avant. Donc on est encore avec le tarot dans ça, le géocentrisme. Il suffit de lire les humanistes, les érudits de l'époque pour s'apercevoir qu'ils voient le monde comme ça, ils l'écrivent eux-mêmes. Ils considèrent que la Terre est au centre de l'univers, pas le Soleil, et c'est le système de Ptolémée qui a été en cours du 2e siècle de notre ère jusqu'à la Renaissance. Donc vous comprenez que la révolution copernicienne, c'est quelque chose d'énorme. Ça a fait voler en éclats le paradigme cosmologique antérieur. Et ce que vous voyez là, c'est ce que l'auteur du tarot avait dans la tête, hein, évidemment, le géocentrisme. Et ben, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Qu'est-ce qu'on peut en déduire tout de suite? C'est que l'ordre des planètes dans le système solaire, ben, il n'est pas le même que le nôtre. Je vous ai pris un manuscrit du 9e pour essayer d'illustrer ça. Voici une représentation de l'univers au 9e siècle. Globus terrae au centre, donc le globe terrestre. Hein. La Terre a toujours été ronde, hein, ça par contre. Hein. Ils voyaient la Terre ronde, pas de problème. La Terre n'est plate que maintenant grâce à Internet. Hein. Elle n'était pas plate au Moyen Âge. Donc vous avez le globe terrestre, globus terrae au centre. Et vous voyez qu'ensuite vous avez les orbes, en fait, les sphères célestes qui montent jusqu'à Dieu. Bon là, Dieu n'est pas représenté, mais c'était ça. Et regardez l'ordre des planètes. Ils appelaient planète tout ça, hein, la Lune et tout, ils appelaient ça planète, les anciens. Lune, Mercure, Vénus, Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, et puis ensuite le zodiaque autour, les signes du zodiaque. Bon, vous comprenez que du coup, ce système solaire n'a rien à voir avec le nôtre aujourd'hui. La Lune est en effet proche de la Terre, ça, nous aussi, mais après, il y a un problème. Mercure, Vénus, Soleil, bon, le Soleil, nous, il est au centre. Donc on ne rencontre pas le Soleil en allant vers Pluton aujourd'hui, les amis. C'est juste à titre indicatif que je vous montre ça. C'est pour vous expliquer mieux à la fin de ce module pourquoi et comment ce que je vais vous expliquer a été oublié. Hein, je vais vous parler d'un savoir astrologique, plutôt d'une espèce de doctrine qui a été complètement oubliée. Et ça tient à ça. Ça tient au fait que dans l'ancien système, l'ordre des planètes était celui-là, et qu'un jour, avec la révolution copernicienne, ben, l'ordre des planètes n'a plus été celui-là, donc on a laissé de côté en fait toute une doctrine astrologique. La citation que je voulais retenir de la conférence de Jean-Patrice Boudet, c'est celle-ci, et elle va illustrer en fait ce module. Au Moyen Âge, les corps célestes ont une influence sur le monde sublunaire et sur l'homme. Donc sublunaire sous la Lune. Et vous avez vu dans le schéma que je viens de vous montrer que, en effet, sous la Lune, c'est le globe terrestre. Hein. Donc, ce qu'on appelle le monde sublunaire, hein, dans l'ancien système cosmologique, c'est tout ce qu'il y a, c'est la Terre en fait et son atmosphère. Tous les astres, y compris la Lune, ont une influence sur la Terre et sur l'homme, sur ce qui y vit aussi, hein, sur les marées, sur la végétation et tout. Mais bon, j'aurais pas le temps de vous parler de tous les aspects des influences astrales. Donc pour vous illustrer cette citation, je vais vous montrer une autre image, un zodiaque immédiatement, qui est un zodiaque un peu particulier, un zodiaque médical, mais italien. Hein. Donc c'est bien qu'on arrive petit à petit en Italie, puisqu'on va parler du tarot qui est italien. C'est un zodiaque un peu plus récent que le système du monde que je viens de vous montrer, qui date du XIe siècle. Et le voici à droite. Je le trouve très beau à titre personnel. Les dessins sont un peu approximatifs parce qu'on est vraiment dans le vieux Moyen Âge. Et donc bon, c'est toujours approximatif. Vous voyez notamment le signe du cancer. Hein. On dirait une espèce de puce à cette époque. C'est très mal dessiné. Mais je le trouve quand même très beau. C'est juste pour qu'on ait en tête le zodiaque. C'est ça l'astrologie zodiacale, hein, qu'on a toujours aujourd'hui. Celle-ci a perduré dans le temps. Et pour cause, vous voyez, les signes du zodiaque suivent les 12 mois de l'année, et ça n'a pas changé, notre calendrier est toujours comme ça. Aucun problème. Donc, les astrologues peuvent toujours utiliser ça s'ils pensent que ça a une forme de pertinence. Au centre, on a une image du Christ ou du Soleil, et d'aucuns diraient c'est la même chose, bon, symboliquement en effet. Tout autour, les 12 signes du zodiaque. Aux quatre coins, 4 étant le chiffre de la structure de l'univers dans la numérologie chrétienne, on a les 4 saisons de l'année. Et puis voilà, et puis ce zodiaque apparaît dans un document médical dans lequel on fait apparaître ce qu'on appelle l'homme zodiacal. L'homme, le petit monde, le microcosme est tout en bas, au centre du macrocosme, et chaque signe du zodiaque est en lien avec une partie de son corps. Je vous avais déjà montré ça dans le cycle 1, vous vous souvenez. Hein. Le bélier, par exemple, le signe zodiacal du bélier gouverne la tête et le mental. Le scorpion, le sexe.
Bon, ça nous surprend peu, bon, etc. Vous pourrez trouver un très beau document sur le site de la BNF. Vous tapez homme zodiacal. Vous aurez une description avec les images les plus belles de l'homme zodiacal sur le site de la BNF. Et vous vous régalerez. Vous verrez, c'est merveilleux. Donc voilà, aujourd'hui, en 2025 et depuis un ou deux siècles, les astrologues et les tarologues contemporains font cette assertion. Ils affirment que le tarot est une œuvre astrologique ou un traité d'astrologie qui ne dit pas son nom, parce qu'il y a des signes de ce fameux zodiaque qu'on vient de voir dedans. Et je vous ai mis un petit serpent qui se mord la queue en émoji là, parce qu'en fait pour moi c'est une pensée qui se mord la queue en fait ça. C'est un sophisme d'ailleurs pour moi. C'est beaucoup trop vite dit quoi. C'est un peu les hommes croient en Dieu, je suis un homme donc je crois en Dieu. Parce que ça n'a pas beaucoup de sens quoi. Le tarot est une œuvre astrologique parce qu'il y a les signes zodiacaux dedans. Oui ou pas, quoi, il faudrait voir. Et nous, on va voir, on va chercher, on va se creuser un peu la cervelle. Donc, est-ce le cas? Moi, c'est la question que je me suis posée. Et je vais commencer à vous montrer des cartes d'atout du tarot de Marseille, le tarot le plus connu dans la francophonie. Le tarot de Marseille est simplement un style iconographique, c'est celui que vous avez devant les yeux, et il est apparu vers 1620. Avant ça, les maîtres quartiers créaient des tarots, ce jeu de cartes en France, mais dans d'autres styles iconographiques, pas forcément tarot de Marseille. Puis à un moment, ils se sont mis à créer ce style parce que les gens aimaient ça, donc ils achetaient les jeux de ce style iconographique. Donc après, les maîtres quartiers ont fait presque plus que ça en France, hein. C'est pour ça qu'il s'est imposé ce style. Et donc vous pouvez voir que en effet, par exemple, dans ce tarot-là là, que je vous montre, j'ai pas mis la source, mais c'est un tarot de 1709 qui vient de Dijon, qui a été fait par le maître quartier Pierre Madenier. C'est mon tarot de Marseille préféré à titre personnel. Je trouve les gravures magnifiques parce que c'est de la gravure sur bois, hein, ce que vous voyez. C'est imprimé et puis ensuite colorisé au pochoir. Donc c'est un peu grossier en termes de couleur, mais j'aime beaucoup les dessins. Et vous pouvez voir que en ce qui concerne les trois cartes astrales du jeu, l'étoile, puis la lune, puis le soleil, effectivement, on peut clairement identifier trois signes zodiacaux. Et pourquoi ce soir je ne vous ai mis que ces trois cartes? Peut-être que certains d'entre vous se disent, bah, il y a le symbole de la justice, c'est aussi un signe du zodiaque, la balance dans la carte de la justice, il y a la force, le lion, c'est aussi un signe du zodiaque. Non, j'aurai pas le temps d'argumenter dans cette présentation. Peut-être un jour j'aurai le temps, ou peut-être dans les questions, si ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer. C'est un peu technique. Mais il est sûr et certain que le lion de la force du tarot, c'est pas le signe du lion astrologique, par exemple. Y compris pour la balance dans la justice et tout, c'est sûr. Et je pourrais vous faire l'explication, en fait, le raisonnement si vous le souhaitez. Par contre, c'est sûr que là, dans le tarot de Marseille, vous avez trois signes du zodiaque. Le Verseau dans l'étoile, elle verse les deux urnes sur le sol. On possède d'ailleurs dans un traité, je vous mettrai dans le replay l'image là à l'écran si je la retrouve, mais je l'ai normalement. Exactement ça, un Verseau qui en fait verse des urnes par terre. Donc il y a beaucoup d'ésotéristes qui pensent que c'est une image spécifique au tarot. En fait, non. Les images du tarot étaient plutôt exotériques, sauf qu'on l'a oublié. C'était souvent des images de la culture en fait de l'époque, hein. Donc ça, des versos qui versent l'eau de leur urne par terre, on en a dans des calendriers du berger notamment, les calendriers des bergers médiévaux. Dans la lune, vous voyez le signe du cancer dans le bassin, aucun problème, d'accord? Puis dans le soleil, les deux gémeaux. Alors c'est pareil, hein. Pour moi c'est sûr que ce sont les gémeaux. Pourquoi? Parce qu'en fait à cette époque, pour représenter les gémeaux, c'est exactement comme ça que les imagiers faisaient. Bras dessus, dessous, une fille ou un garçon, ou alors deux garçons, peu importe. Bras dessus, bras dessous comme ça. Ok, très bien. Bon, bah, on a trois signes du zodiaque. Premier commentaire, 3 sur 12, c'est pas assez, c'est rien du tout. On ne peut pas dire que le tarot est un traité d'astrologie zodiacale si il ne comporte que 3 signes sur 12. Vous avez vu, je vous ai montré un zodiaque notamment. Le zodiaque est toujours complet dans l'astrologie médiévale et renaissante, mais jusqu'à présent, toujours. Montrer un fragment de zodiaque, ça n'a aucun sens. Un zodiaque, c'est un système du monde qui est complet, qui revient sur lui-même avec le calendrier et les mois de l'année. Donc, n'en prendre que des bouts, ça n'a pas de sens. Donc déjà, le fait qu'il en manque dans le tarot de Marseille est un gros problème pour moi. Pour moi, du coup, ça fait qu'on ne peut pas dire que c'est un traité d'astrologie qui ne dit pas son nom. Non, c'est juste un tarot dans lequel, pour les figures d'atout, 3 signes astrologiques ont été récupérés pour les illustrations, quoi.
Mais des signes du zodiaque, il n'en existait pas dans les tarots aux origines. Et c'est ça que j'essaierai de vous faire comprendre ce soir dans un premier temps, les amis. Parce que ça, le tarot de Marseille, ce n'est pas le tarot originel. C'est juste un style iconographique français du XVIIe au XXIe siècle, parmi des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de styles iconographiques à travers les 6 siècles d'histoire que le tarot a connus. Il est apparu très tardivement, le style tarot de Marseille, dans l'histoire du tarot. À l'origine, dans les années 1435, quand le tarot apparaît, archives oblige, on a les documents qui attestent que le tarot apparaît à Florence dans les années 1430. Donc c'est une œuvre italienne, un jeu de cartes italien à l'origine. Vous avez par exemple une iconographie milanaise devant les yeux, qui date, elle, de 1456-1458. Et vous pouvez voir que dans les 3 cartes astrales, et pas dans les autres non plus, il n'y a pas de signe du zodiaque. Et dans tous les tarots italiens du 1er siècle du tarot, donc le 15e, il n'y a pas de signe du zodiaque. Ce qui nous montre que l'auteur du tarot, lui, à l'origine, parce qu'il y a eu un inventeur un jour, qui a créé ce jeu de cartes symboliques. Lui, dans sa tête, on peut être quasiment sûr qu'il n'y avait pas de zodiaque. Il n'a pas mis dans l'iconographie et dans les illustrations d'atouts de signe du zodiaque. Et c'est logique, parce que pourquoi il en aurait mis que 3? Soit on met tout un zodiaque, soit on n'en met pas. On fragmente pas un système du monde. Le Moyen-Âge n'est pas du tout exhaustif comme on l'est aujourd'hui, ça c'est Michel Pastoureau, le grand médiéviste français, qui nous le rappelle. Donc c'est pas une question d'exhaustivité. C'est juste qu'un système du monde, par contre, une fois qu'il est fait, on le fragmente pas. Non, ça n'a pas de sens de faire ça. Et vous l'avez devant les yeux, et vous voyez que là, dans cette iconographie magnifique, donc c'est pas de la gravure, c'est de la peinture, c'est fait à la main, c'est enluminé d'or d'ailleurs. Vous avez une très belle Vénus, sans doute la déesse qui tient l'étoile Vénus dans la main, avec sa petite main sur son ventre, là vous voyez. Pour moi, c'est parce que c'est Vénus, la déesse de la fécondité, avec le petit décolleté, la déesse de la sensualité. C'est une interprétation. La couleur verte à cette époque, au 15e, était aussi possiblement signe de grossesse, et vous voyez qu'elle a dans son vêtement de soie, là, il y a du vert à l'intérieur. Donc pour moi, ici, c'est Vénus qui est représentée. Elle était appelée l'étoile fameuse, à cette époque. Ensuite, vous voyez la déesse lunaire qui tient le croissant de lune dans une de ses mains, là. Pareil, il n'y a pas de signe du zodiaque. Et puis le soleil, un petit ange qui tient le soleil, la face du soleil rouge dans ses mains, et ça montre la course solaire. C'est pas un char ici qui est utilisé, mais c'est un ange sur un nuage qui pousse en fait le soleil. On a 3 astres représentés sous les traits de déesse ou de face, et pas de signe du zodiaque. Pour moi, ça c'est un acquis, quoi. Et voici un tout autre tarot. Celui-ci, il est florentin, donc je ne vous ai pas mis la source non plus, mais c'est le tarot d'Ercole d'Este qui a été fait à Florence pour le duc de Ferrare, Ercole d'Este. Il s'appelle aussi Este Aragon. C'est mon tarot italien préféré, personnellement. Les images sont un petit peu obscurcies, mais il est absolument somptueux. On voit la pompe florentine. Et ce sont tout le temps les mêmes atouts que je vous montre. À gauche, l'étoile, avec 2 astronomes qui sont en train d'étudier cette étoile, qui est peut-être Vénus encore, ou alors peut-être l'étoile des mages, pourquoi pas. C'était parfois ça en Italie. Au centre, la Lune, avec encore un astronome qui d'ailleurs est sans doute Ptolémée, dont on a parlé, qui est représenté là devant vous, qui est en train de faire des calculs pour les lunaisons. Et puis tout à droite, cette fois-ci, c'est un épisode en fait qui a été illustré. Vous voyez le Soleil, et puis Diogène dans son tonneau en dessous, qui dit à l'empereur Alexandre, pousse-toi un petit peu de là, tu me fais de l'ombre, je vois pas, je vois pas le soleil, alors que l'empereur est censé briller comme un soleil, et que le soleil est l'emblème de l'empereur. Donc voilà, Diogène le cynique. Pas de signe du zodiaque. Ici, on est en 1473. Il va falloir attendre près de 7 décennies, les amis, presque 70 ans, pour qu'un jour en Italie apparaissent des signes du zodiaque sur les cartes d'Atout. Donc vous voyez que c'est pas du tout immédiat. À l'origine, il n'y a pas de zodiaque dans le tarot, pas d'astrologie zodiacale. C'est l'hypothèse que je défends et que j'entends montrer. Il faut attendre 7 décennies pour que un tarot arrive, qu'on a conservé évidemment, peut-être qu'il y a des stades intermédiaires, avec une iconographie qui montre des signes du zodiaque. Il s'agit d'une feuille non découpée de tarot, donc si on a une feuille imprimée, c'est que là on n'est plus dans la peinture à la main comme avant. On a commencé à graver sur bois, à imprimer à l'estampe et puis à colorer derrière. Là, il n'y a pas encore eu la coloration, c'est la feuille, les cartes sont même pas encore découpées. Je ne sais pas pourquoi le quartier s'est arrêté dans son travail. En tout cas, nous,
on a conservé cette feuille qui date de 1500, tout début 16e. La feuille Cari, un document très important pour comprendre les stades intermédiaires de l'iconographie et de son évolution dans l'histoire du tarot. Et pourquoi elle est importante? Parce que vous voyez qu'en fait, sur cette feuille non découpée de tarot du début 16e, on a les prémices de l'iconographie de certains atouts du tarot de Marseille qui arriveront plus tard, hein. Qui arriveront quoi? Un siècle, 120 ans plus tard. Donc quand la feuille Cari, qui est une feuille milanaise, hein, un tarot milanais, est créée en 1500, le tarot de Marseille n'existe pas encore en France, et vous pouvez voir à gauche une figure féminine qui est peut-être encore Vénus, la déesse aquatique, au bord d'une rivière qui verse deux urnes dans la rivière ou sur le sol. C'est le signe du Verseau. C'est sans doute ça qui a été récupéré à droite dans, par exemple, ce plus ancien tarot de Marseille de la ville de Marseille connue, le tarot d'un certain Philippe Vachier. Bon, on n'a pas la chance d'avoir tout le temps un nom de famille ravissant. Bon, c'était un maître quartier de la ville de Marseille qui a créé ce tarot en 1639. Et vous pouvez voir que c'est vraiment rustique, hein. C'est le type 1, un peu rustre. La gravure c'est pas très joli, quoi. Mais bon, c'est un tarot quand même. Sur la feuille Cari, vous pouvez voir aussi cette image. Regardez à gauche, ça c'est magnifique, hein. La gravure de la feuille Cari est beaucoup plus belle, hein. C'est une plus belle facture que le tarot de Marseille français là. Et on voit la lune de face, avec sa face, son visage, et puis en dessous d'elle, un bassin, et le signe zodiacal qui lui correspond, à savoir le signe du Cancer, donc un crustacé, homard, crabe ou autre, peu importe en fait. Et à droite, regardez, c'est presque le même tableau avec les chiens en plus. Donc sans doute que l'iconographie du tarot de Marseille s'est inspirée de cette feuille Cari ou de stade intermédiaire qu'on ne possède pas, mais qui dérivait de la feuille Cari. Ça, c'est magique quand même. Donc il y a une question derrière tout ça. C'est l'autre grand enjeu de ce module et de cette présentation. Si, comme je viens de vous le montrer, et j'aurais pu vous montrer plein d'autres tarots italiens du 15e, hein, c'est toujours pareil, il n'y a pas de signe du zodiaque dessus. Donc la question que je trouve qu'il faut se poser, c'est si aucun signe du zodiaque n'était présent dans le tarot à l'origine, est-ce que par contre d'autres types d'éléments astrologiques non zodiacaux eh bien, sont susceptibles de s'être trouvés dans le tarot dès l'origine? Ça me permet de clore cette introduction et de vous présenter ma première partie. Je vais vous parler, les amis, d'une astrologie qui a été entièrement oubliée en Occident, d'une astrologie qui date de 5 siècles, 6 siècles et plus, parce qu'elle était un héritage antique, en vérité, hein. L'astrologie filiale, et son démarrage iconographique a démarré en Allemagne au début du 15e. Donc, on va quitter un peu l'Italie et aller en Allemagne, en Germanie, pour pouvoir débuter l'histoire de l'astrologie filiale. Filii planetarum en latin, ce serait ça le nom de ce thème. Je ne crois pas qu'il existait sous ce nom dans l'Antiquité, mais peut-être Filii Stellarum, peut-être plus, ou Filii Stellarum Errantis, peut-être même. Les enfants des astres errants, peut-être quelque chose comme ça. Donc je vais vous donner une citation très précieuse. Elle me vient d'Isabelle Nadolny, l'historienne du tarot, donc je la remercie en passant de me l'avoir transmise. Reprenant l'idée antique de l'affiliation symbolique des corps de métier aux planètes. Donc là, tout à l'heure, on avait le corps, la chair liée au signe du zodiaque. Là, on parle des métiers, les corps de métier, qui sont affiliés symboliquement aux planètes. Eh bien, des poèmes astrologiques populaires, mais aussi aristocratiques, illustrés de gravures sur bois, étaient diffusés en Allemagne à partir des années 1420, donc quelques 10-15 ans avant que n'apparaisse le tarot. Et ces poèmes astrologiques illustrés de gravures font de l'escamoteur, donc du bateleur, dont je vous ai parlé au début du module, un des enfants de la Lune. La Lune a des enfants, oui. Mercure avait des enfants, Vénus avait des enfants humains. C'était une filiation symbolique. Voilà pourquoi j'ai appelé ça l'astrologie filiale. Il fallait trouver un nom. Ce soir, je vais vous parler que des enfants de la Lune, que d'un enfant de la Lune, le battleur. Parce que chaque astre avait plusieurs enfants. Entendre par enfant des métiers humains. Mais à l'époque, les métiers sont liés à ce qu'on appelle les états, c'est-à-dire la condition sociale, et on ne se sort pas de sa condition sociale. On est dans l'ancien monde. Donc, il faut lire entre les lignes, en fait, cette citation.
Quand on lit l'idée antique de l'affiliation symbolique des corps de métier aux planètes, c'est pas rien. Un corps de métier, c'est un individu en fait, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est que le battleur, il se met pas à faire du télétravail le lendemain. Quand on est battleur à la fin du Moyen Âge, on est battleur. Et on meurt jongleur, quoi. Alors comment ça se passe, ce que je viens de vous lire? Des poèmes astrologiques illustrés de gravures sur bois qui présentent le thème antique des enfants des planètes. Eh bien, voilà par exemple une image issue d'un traité d'astrologie allemand de la première partie du XVe siècle, juste avant que n'apparaisse le tarot, ou exactement au même moment, on est dans le contexte. Et vous voyez en une image cette illustration la lune tout en haut, la déesse, avec un flambeau, une torche, la corne de Diane, la petite roue qui montre symboliquement qu'elle a un cycle, elle tourne, quoi, elle bouge dans le ciel. Elle est placée sur l'écrevisse ou le homard, le signe zodiacal du cancer. Et en dessous d'elle, sur Terre, eh bien, il y a ses enfants. Est-ce que c'est pas magnifique ça comme thème, là, symbolique, non? Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce thème astrologique, hein. Personne ne parle de ça aujourd'hui parce que ça a été complètement oublié, redécouvert vaguement au 19e par des chercheurs, des historiens. Et maintenant, c'est restreint, c'est un thème qui est étudié de façon restreinte auprès des universitaires qui, voilà, qui font des thèses là-dessus, quoi. J'ai envie de vous le divulguer un petit peu, d'en parler. Donc ce traité d'astrologie s'appelle le livre de la maison de Tübingen, première partie du XVe siècle. Et il s'agit d'un livre de calendrier iatromathématique, l'art de l'astronomie et de la géomancie. Donc il y avait même de la divination par la géomancie dans ce traité. Et au milieu de ça, le thème illustré des enfants des planètes. Les enfants des planètes sont toujours les mêmes dans les traités d'astrologie européens et c'est tout le temps codifié de la même façon. Qui sont les enfants de la Lune? Les meuniers. Donc vous pouvez voir un moulin. On apporte les sacs de grains au moulin, le moulin tourne avec l'eau, la force de l'eau, et la Lune commande au marée, donc à l'élément eau, donc la Lune. Un de ses enfants, c'est le meunier qui utilise la force de l'eau pour moudre le grain. Ce sont des métaphores, en fait. Ce sont des liens symboliques pour l'époque, des affiliations symboliques. Donc les meuniers sont toujours présents avec le moulin qui marche avec l'eau. Et puis on voit la personne qui bat l'âne pour qu'il apporte le sac de grains au moulin. Il y a toujours un âne, c'est un animal lunaire, le chien, l'âne, et tout. On les connaît. Je ne vais pas tous vous les faire parce que moi, mon idée, c'est de vous parler du battleur. À une autre occasion, avec plaisir, je vous décrirai tout ce que vous voyez dans cette image, tout ce que j'ai pu en comprendre, si vous le souhaitez. Mais là, je ne pourrai pas tout. On voit aussi dans la rivière un rameur, un pêcheur. Les pêcheurs travaillent dans l'eau, et donc ce sont des enfants de la Lune, puisqu'elle commande à l'élément eau. C'est une déesse bénéfique, hein, d'ailleurs, dans l'astrologie tout court. C'est plutôt un signe bénéfique, même si elle commande à l'occulte, à la nuit, aux ténèbres, donc à l'enfer aussi un peu. Et vous voyez en bas un battleur à sa table, en train de faire des tours de passe-passe. Le battleur, donc ce jongleur de l'époque, c'était un vrai métier, spécialisé dans l'art de la magie, de l'escamotage, était dit être un enfant de la lune. Donc voilà un petit peu comment ça se passe à cette époque. Comment on codifie par l'iconographie ce genre d'affiliation symbolique. Donc le voilà, tout à droite, regardez, le battleur avec sa plume sur la tête peut-être parce que les bouffons avaient souvent des plumes, ou alors c'est juste une partie de son chapeau, un peu exubérant, en rouge, c'est pas anodin, hein, le rouge et la couleur infernale, ce sont des métiers infernaux et des êtres maléfiques, hein, pour l'Église au Moyen Âge, donc il y a beaucoup de battleurs représentés en rouge, la couleur de Satan, du diable. Et puis il est en train de faire ses tours de passe-passe à la foule rassemblée autour de lui. Et il y a sa baguette magique au centre, hein, regardez, tout le temps la baguette, la bastelle en français, basteleur, bastel, la baguette magique. Je suis abonné à une page Facebook que je vous recommande si vous souhaitez faire une espèce de veille, non pas journalistique mais de recherche, entre médiéval et Renaissance, pour toutes les personnes qui s'intéressent à vraiment la charnière du 15e, là, du 15e siècle, eh bien abonnez-vous à cette page. Tous les historiens qui travaillent sur cette période publient tous les jours des choses. Et donc c'était aussi pour mes étudiants, pour vous parler de cette page et de la veille que vous pouvez organiser pour vous-même quand vous n'avez pas la chance d'être universitaire ou d'avoir accès facilement à des sources. Et bien là, tous les jours, des historiens vous en partagent. Donc ça me permettait aussi de parler de cette page et de Anne-Marie Moinet-Soussec, que j'ai cité à d'autres occasions dans la formation, parce qu'elle vulgarise toujours très bien les thèmes en fait qu'elle a étudiés au cours de sa carrière. Et donc, elle nous parle des enfants des planètes et notamment de la Lune. Donc, je vais vous lire un tout petit peu ce qu'elle dit pour que vous en sachiez un petit peu plus sur la filiation symbolique. Sous la dénomination d'enfants des planètes sont présentés les comportements,
les métiers, les types physiognomoniques et les tempéraments influencés par les 7 astres errants. Je les ai cités tout à l'heure, les 7 planètes connues à l'époque qu'on pouvait voir à l'œil nu. La Lune, Mercure, Vénus, Soleil en 4, Mars, planète de la guerre, de la violence, Jupiter et Saturne. Généralement, les types astraux conservent les caractéristiques des divinités qui gouvernent les différentes sphères planétaires. Donc vous voyez, c'est un lien identitaire entre l'humain et sa planète. Elle décrit un peu les enfants du Soleil, qui ils sont, les enfants de Mercure, de Vénus, de Mars, de Jupiter et de Saturne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les enfants de la Lune, sont en général experts dans toutes les activités liées à l'eau et puis aussi la magie, avec l'escamoteur. Les représentations de ce motif astrologique, élaborées dans l'Europe du Nord, on l'a vu, Germanie, sont diffusées en Italie, très vite, par le dessin, l'enluminure et l'estampe, la gravure sur bois. Les iconographies s'inspirent de textes médiévaux, et la Lune, accompagnée de l'animal emblème de son domicile astrologique, le Cancer, le crustacé, est représentée, on l'a vu, comme une divinité féminine. Le cheval blanc, on en verra un juste après, elle n'est pas toujours dessus, mais des fois elle l'est, symbolise l'aspect infernal, le monde souterrain, et occulte de la planète. Elle gouverne la nuit. Donc le battleur est lié à tout ça. Vous comprenez pourquoi je vous raconte ça? Parce que le battleur, du coup, après on va parler du battleur du tarot, il est là. Il est un enfant de cette influence-là. La nuit, l'occulte, l'aspect infernal. Parmi les activités agricoles, on l'a vu, la mouture, donc tout ce qui concerne le fait de moudre le grain, est lié à l'étoile de la nuit. Tous les métiers associés à l'eau, la pêche, la navigation sont placés sous l'influence de la lune, maîtresse des marées, et les tours de prestidigitation font allusion à la déesse Hécate, déesse lunaire, maîtresse des arts occultes, traditionnellement et dès l'Antiquité, identifiée avec la lune. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur le type d'influence que la Lune exerçait sur nos jongleurs, nos artistes, là, les battleurs. Je vous présente pour le coup un chef-d'œuvre. Ah, là, vous pouvez voir que c'est autre chose, le niveau de gravure, hein. Créé vers 1480 par un ensemble d'inventeurs, le livre de la maison du château de Wolfegg, le document, hein, d'où est tirée cette image, est un recueil destiné à être utilisé dans une maison aristocratique. Donc c'était un livre profane dans lequel il y avait différents thèmes qui étaient développés et un passage est consacré à la suite des 7 planètes et à leurs enfants. Magnifique. Donc là, on est à la fin du XVe siècle, toujours en Allemagne, hein. Donc regardez cette magnifique déesse, figure féminine sur son cheval blanc, avec le signe du cancer, le crustacé près d'elle. Elle tient une bannière. Vous pouvez voir le croissant et puis la sphère dedans aussi à droite. Et puis en dessous, elle gouverne sur tout le monde humain, tout le temps la même chose, le moulin, celui qui bat l'âne pour qu'il puisse avancer et apporter le grain au moulin, les nageurs, tous ceux qui sont dans l'eau. Il y a des chasseurs aussi, hein, parce qu'à l'époque, encore assez récemment, début 20e, hein, la chasse se pratiquait avec les lunaisons, mais on a complètement oublié. Mais c'est sans doute pour ça qu'il y a tout le temps des chasseurs aussi en tant qu'enfants de la Lune, hein. Et puis regardez tout en bas, un battleur. Le voilà en gros. Il est même accompagné d'un de ses frères bouffons jongleurs là, qui a une trompette. Il y a tout le temps un petit chien. Le chien est l'animal à la fois du démon, de la lune, et puis des jongleurs, des battleurs, des fous, des bouffons. Il a un singe aussi sur l'épaule, l'autre fou, hein, c'est un autre animal démoniaque et de la jonglerie. Et puis, il a sa baguette magique, le battleur, et il est en train de faire des tours, et il est un enfant de la lune. Voilà, j'avais juste envie de finir avec cette image parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Je pense que c'est la plus belle gravure sur le thème des enfants des planètes que j'ai pu trouver et voir. Donc, je voulais quand même vous la livrer pour que vous ayez le côté esthétique, quoi. J'ai nommé cette astrologie que je vous décris l'astrologie filiale. En fait, je n'ai pas trouvé de nom. À ma connaissance, elle n'est pas nommée. On dit l'astrologie zodiacale. Très bien, c'est facile. Et là, quand on veut parler du thème des enfants des planètes, il manquait un mot. Donc moi, j'ai appelé ça l'astrologie filiale. La filiation symbolique entre un parent stellaire, planétaire, et son enfant humain. Et comme vous l'avez vu, cette astrologie filiale, en fait, elle intégrait l'astrologie zodiacale à l'origine, parce qu'il y avait les petits signes du zodiaque qui étaient aussi illustrés au milieu.
Mais seule l'astrologie zodiacale, par le zodiaque complet lui-même, a survécu aux révolutions du temps, hein, et aux révolutions modernes, et l'astrologie filiale, malheureusement, a complètement disparu. Et plus personne ne la connaît aujourd'hui, à part nous, maintenant. Donc voilà, je reviens à la citation de Jean-Patrice Boudet, et là vous avez devant les yeux l'illustration parfaite de ce qu'il dit. Au Moyen Âge, à la Renaissance, les corps célestes ont une influence sur le monde sublunaire et sur l'homme. C'est toujours bien d'avoir la citation et puis l'illustration. C'est hiérarchique. En haut le ciel, en bas la terre, toujours. L'astrologie filiale, et vous le comprenez maintenant, elle est nécessairement identitaire, parce qu'elle est socio-professionnelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à cette époque, on ne quitte pas son état, on ne change pas d'état comme ça, c'est-à-dire la condition sociale. Quand on est dans la roture, on ne devient pas noble du jour au lendemain. Et même chez le peuple, il y a cette idée, et chez les chrétiens de l'époque, que c'est mal de changer d'état. Dieu a créé le monde comme il est, le monde n'est pas, il est fixe, hein, il n'est pas en évolution comme ce que nous on pense aujourd'hui. Le monde il est là terminé comme il est. D'ailleurs, bientôt, c'est la fin des temps. À l'époque, ils croient, les gens. Et donc, pourquoi moi, je changerais d'état? Moi, je suis né jongleur, je mourrai jongleur. Donc, vous avez là devant les yeux, essayez de vous mettre à la place des gens de l'époque, une croyance astrologique identitaire, foncièrement identitaire, parce qu'elle est socio-professionnelle, la filiation symbolique avec un astre. J'œuvre sous la tutelle de la lune, moi, battleur, jongleur, bouffon à mes heures. Et moi, pape, empereur, j'œuvre sous les auspices de Jupiter et sous la tutelle du Soleil, bien sûr, comme Christ. Bon, on étudiera les autres enfants des planètes une autre fois si ça vous dit, les amoureux avec Vénus, etc., etc. Les suicidaires avec Saturne. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un commentaire et surtout abonne-toi à ma chaîne, tu recevras toute l'actualité. Mais pour aller encore plus loin, forme-toi au tarot réaliste. J'ai mis intégralement en ligne à ta disposition une formation inédite qui raconte toute l'histoire du tarot des origines jusqu'à nos jours en 25 vidéos HD pour ton plus grand confort. Le lien est dans la description de la vidéo, alors clique sur ce lien et rejoins l'aventure. Découvre le tarot comme tu n'en as jamais entendu parler. Forme-toi autant à la théorie qu'à la pratique, donc à l'histoire de ce vieux jeu de 6 siècles et à l'art du tirage dédié à la croissance personnelle et au développement spirituel. Rejoins-moi pour entrevoir le tarot d'une façon nouvelle. Je te dis à bientôt!